Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, ça va marcher, ça va marcher. J'ai proposé le titre de Clovis à Leonetti pour éviter le titre qui aurait ennuyé tout le monde, Histoire des soins palliatifs. Et donc, Clovis, fils de Childéric Ier, nous sommes au 5e siècle après Jésus-Christ. Souvenez-vous, regardez dans ma collection de documents pédagogiques, j'ai retrouvé la gloire de Clovis, élu par ses guerriers. Et je n'ai pas oublié que nous sommes en Bretagne, le petit village gaulois qui résiste là-haut en gauche. Voilà les premières valeurs de défense. Passons en 1789, serment du jeu de paume, pillage des Invalides, assaut de la Bastille, 4 août, l'abolition des privilèges, fini l'Ancien Régime et ses inégalités de naissance, l'arbitraire politique, les droits féodaux, et le 26 août 1789, citoyens! Dans les hurlements, le carnage et la fureur collective, 17 articles extraordinaires, la déclaration des droits et de devoirs de l'homme et du citoyen. Les droits de l'homme sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété. C'est génial. La Convention achève la Constitution, rapporte le droit au travail, à l'assistance, à l'instruction. On abolit l'esclavage le 26 Pluviose. Et regardez, de ma collection de documents anciens, je vous sors le catéchisme de la Constitution. C'est une merveille. Les hommes sont donc tous égaux? Oui, mais grâce à la loi. Car les hommes peuvent naître forts ou faibles, grands, petits, riches, pauvres, simples, adroits, spirituels, bornés. C'est cette inégalité naturelle que la loi corrige, encore que celui qui est né riche, grand, fort, puissant, adroit, n'a pas plus de préférence ni de droit sur les autres que celui qui est né faible, pauvre, et sorte que ceux qui sont inégaux par leur faculté naturelle ont des droits égaux par la loi. Ça me va comme base de valeur pour respecter l'autre. Liberté, égalité, fraternité, et peut-être fraternité au-dessus de liberté, égalité. Nous y reviendrons cet après-midi avec Claire. Alors de tout temps, et ça commence avec Jeanne Garnier, le mouvement des hospices, de tout temps, des soignants, souvent des religieux à l'époque, s'occupaient des plus faibles, s'occupaient des mourants. Et puis, ce qui est très très intéressant, c'est que l'association Fonction soignante et accompagnement, qui dans les années 80 a rassemblé des médecins, des psychologues, des psychanalystes, des infirmières, des bénévoles, et vous revoyez là les premières grandes associations, ont rassemblé, et 200 ans plus tard, 1989, on fonde l'ASFAP. L'ASFAP, c'est une poignée de militants, de médecins, de professionnels, de bénévoles, et déjà dès la création, et ça c'est une valeur incontournable, on est multidisciplinaire avec des bénévoles. Il n'y a pas beaucoup de sociétés savantes qui ont des bénévoles dans leur conseil d'administration. Et c'est une réaction militante vis-à-vis d'un excès de technique de la société. Alors, les plus âgés d'entre nous se souviennent de ces temps bénis, les années 80, où 80% des malades qui avaient un cancer n'avaient jamais entendu le mot, parce que les oncologues mentaient, où tous les malades qui avaient une maladie neurodégénérative ne savaient pas, parce que les spécialistes ne disaient pas la vérité, etc., etc. Et puis en réaction militante aussi contre les pro-euthanasiques qui montraient le bout de leur nez. Moi, ça fait 35 ans que je bataille avec les pro-euthanasiques, qui, bien sûr, ont le droit d'exister, étaient le porteur de la souffrance de ces familles qui voyaient leurs proches décédés dans des conditions épouvantables. Ça existe encore, d'ailleurs. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il faut parler vraiment de la réalité. Et je cite là quelques personnes importantes qui sont des valeurs. On n'est pas obligé d'être une brute lorsqu'on fait des soins curatifs, nous dit Geneviève Larocque dans un congrès. La tête des cancérologues qui étaient dans la salle, je peux vous dire, ils étaient contents, parce qu'on venait d'entendre des choses horribles sur les chimiothérapies. On n'est pas obligé d'être une brute quand on fait des soins curatifs. Les soins de confort, ce n'est pas que pour les mourants, hein, c'est aussi pour les vivants. On ne fait pas des soins de brutes sous prétexte qu'ils sont loin de leur fin de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Soins de confort, c'est un piège. Passons. Un malade que l'on ne peut guérir mais qui meurt bien calmé, c'est un succès thérapeutique. En voilà une belle valeur. Osez dire, et c'est un des fondements des soins palliatifs, que notre finitude étant incontournable, mourir bien calmé, c'est un magnifique succès. La première définition des soins palliatifs évoque la mort. Total, on nous envoyait les mourants qui mouraient dans l'ascenseur. Hein, c'était une période effrayante puisque c'était l'époque où la quasi-totalité des malades cancéreux avaient une chimiothérapie la semaine de leur décès. Il n'y avait pas d'arrêt thérapeutique, on n'avait pas encore eu la loi de 2005. C'était marqué dans le code de déontologie, mais les médecins ignoraient qu'il ne fallait pas faire d'acharnement thérapeutique. Et puis, vous connaissez tous cette magnifique définition. Voilà une valeur incontournable, des soins actifs, dans une approche globale de la personne, atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Mais qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs?
On nous pose encore la question. Un député socialiste posait la question la semaine dernière, hors micro, pour ne pas se faire reconnaître. En fait, c'est quoi les soins palliatifs? Ça existe encore. Palliatif, c'est une philosophie de soins centrée sur l'autre en acceptant sa finitude. C'est tout. Et c'est énorme. Parce que je vous rappelle que la seule manière de vivre, c'est de vieillir. Donc vous allez mourir, et c'est normal. Alors les journalistes, on les a perdus là depuis un moment, quand on dit ça. Beaucoup d'hommes politiques aussi, tellement ils sont angoissés par leur mort. Non, c'est normal. Les démarches palliatives, ça peut durer des années. Les soins palliatifs, ça dure des mois. Et puis le dernier mois, là, on va changer la stratégie d'équipe. On va annoncer à la famille, on va peut-être pouvoir faire une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, parce que la fin de vie, c'est les dernières semaines, la phase terminale, c'est les derniers jours, et l'agonie, c'est les dernières heures. Il faut se caler sur ces termes-là pour qu'on sache de quoi on parle. On n'est pas en fin de vie pendant 2 ans. Ce sont les dernières semaines, la fin de vie. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais pourquoi on développe les soins palliatifs? Et vous allez voir, ça, en creux, ça donne des incontournables. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oh là, il faut que je fasse un soin de bouche. D'abord, un argument sociologique. La migration de la mort vers l'hôpital, la médicalisation inéluctable, l'implication grandissante des professionnels. Et puis des arguments éthiques. La confrontation à l'acharnement, à l'euthanasie, à la souffrance morale, au conflit des valeurs, à toutes ces fins de vie tellement mal gérées à l'époque que ça laissait une trace mnésique dans la population qui n'arrête pas de nous dire « je suis pour l'euthanasie parce que mon proche est mort en hurlant ». C'était effectivement scandaleux de mourir en hurlant de douleur. Il y a des arguments techniques et déontologiques, savoir médico-soignant sur le contrôle des symptômes de la douleur. On a fait d'énormes progrès. D'énormes progrès. Je ne peux pas accepter que les journalistes nous disent « oui, madame Untel, dont le mari est mort il y a 20 ans, il est mort en hurlant ». C'était avant les lois, c'était avant la morphine toutes les 4 heures. Soyons réalistes, on a fait d'énormes progrès là-dessus. Ne racontons pas des histoires qui datent de 30 ans. On les regrette, bien sûr. Un argument anthropologique, les rites de la mort sont indispensables à toute structuration sociétale et les soins palliatifs sont venus revivifier les rites. Et puis, en plus, n'oublions pas qu'il y a une logique incontournable puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. On a publié ça, d'ailleurs, je rappelle que je donnerai ces diapositives à la coordination bretonne, en tout cas l'essentiel, pour que vous puissiez profiter de toutes ces références. Et il faut tout de même dire que la valeur incontournable du soin palliatif, ce n'est pas Jean Leonetti. Ce n'est pas lui qui a inventé les soins palliatifs. C'est prendre soin de l'autre. Je veux m'accrocher à ça, et Gaëtan l'a dit tout à l'heure. Prendre soin de cet autre dans ce devoir d'humanité, dans ce contrat de non-abandon. Voilà une base absolument fondamentale et incontournable pour nous. Et c'est avant les lois. Ça, il y a 30 ans, on me disait « Jean-Marie, parle-nous des soins palliatifs, alors le prendre soin ». Maintenant, on me dit « Parle-nous des soins palliatifs, la loi Claes-Leonetti ». Non! Restons centrés sur l'humain. Alors, ceci dit, nous sommes les premiers, nous les vieux fondateurs, je suis un des derniers survivants encore en activité, on était les premiers à demander aux politiques d'inscrire le soin palliatif dans la loi, demander à la conférence des doyens de créer les DU de soins palliatifs, parce qu'on savait bien que si on n'inscrivait pas le soin palliatif dans l'ici et maintenant, dans la structuration, dans le système de santé, il volerait en éclats. Donc nous avons participé à cette construction. Et puis attention, le soin palliatif, c'est le contrôle des symptômes. Il n'est pas acceptable que des symptômes ne soient pas bien contrôlés en fin de vie. Et là, je voudrais insister sur une valeur cruciale, et je le dis devant notre présidente, c'est fondamental. La SAP est une société savante, et je vais vous montrer un document issu de mes archives qui est absolument terrible. Respirez, détendez-vous. Une des meilleures équipes de réanimation, en 1984, publie dans la revue du praticien la manière dont il s'occupe de la morphine. Regardez ça. Dose de charge habituelle entre 10 et 30 mg. On tombe de notre chaise. Vitesse d'injection inférieure à 5 mg par minute. Bon, pourquoi pas. Entretien par perfusion continue. Jamais d'injection sous-cutanée. Ne pas dépasser 200 mg par jour. Ne jamais écrire ou prononcer le mot de morphine. Non mais vous comprenez pourquoi on a fondé la SFAP? Il y avait les pro-euthanasies qui disaient n'importe quoi sur la fin de vie, sur la douleur. Il y avait des anesthésistes qui ne savaient pas que la morphine c'était toutes les 4 heures et qui disaient des inepties pareilles. C'est les Anglais qui nous ont aidés à dire aux anesthésistes dans une célèbre conférence de Cicely Saunders qui est venue à Cochin en 1984.
et qui s'est fait injurier par les anesthésistes de Cochin quand on a dit que la morphine, c'était toutes les 4 heures. Michel Salamagne était là et nous l'a raconté. On vient de là. Et l'exigence scientifique de la société savante qu'est la SFAP est absolument fondamentale. Alors bien sûr, on a des principes éthiques, Beauchamp et Childress qui ont pillé nos publications à l'époque, sans nous citer, merci les gars, autonomie, justice, bienfaisance, non-malfaisance, vous connaissez ça par cœur. Enfin, on pourrait rester une journée entière sur chacun de ces termes, hein. C'est absolument crucial. Et puis, Marie-Sylvie Richard, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, avait fait ces diapositives magnifiques il y a 30 ans, le respect de la personne, la dignité, on a Eric Fiat qui va nous en parler sûrement, sans prix ni mesure, l'autonomie de la personne, et je rappelle qu'il y a 3 types d'autonomie, pas seulement une autonomie fonctionnelle, je marche, je bouge, l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie décisionnelle et l'autonomie des plaisirs. C'est pour ça que les malades déments peuvent garder une autonomie jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'il y a encore des choses qui leur font plaisir et ils ont l'autonomie de leur vie là-dessus. Et puis, la prise en compte de la souffrance d'autrui, responsabilité, engagement, sollicitude, compassion, jamais de pitié. La pitié est dévalorisante, la pitié est négative. C'est comme la tolérance. Jamais de tolérance. Parce que souvent, quand on tolère l'autre, on sous-entend que c'est nous qui sommes la référence et on tolère l'autre qui n'est pas comme moi. Hein, le juif, le migrant, le débile, le crétin, l'arabe, le gars pas comme moi, quoi. Et donc, je le tolère. Non, je le respecte. Le respect, c'est un pied d'égalité. La tolérance risque d'être négative. Méfions-nous de ce qu'il y a en dessous des mots. Je cite ici mon grand professeur Eric Fiat qui nous a tant appris là-dessus. Méfions-nous des mots et ce qu'il y a en dessous. En tout cas, les défis du soin palliatif, ça, c'est quelque chose d'important et ça reste malheureusement valable encore maintenant. L'écoute du sujet, le travail en équipe pour vivre une éthique des soins permettant la décision adaptée. Ça, ce sont des valeurs incontournables et jusqu'à la fin des temps, ça sera une exigence pour nous. Autrement dit, les soins palliatifs, et là vous voyez qu'on est un peu en décalage avec le monde contemporain, une leçon d'humilité, une leçon de démaîtrise. Alors à l'époque des réseaux asociaux, de cette société performative, clinquante, superficielle et toujours plus rapide, d'ailleurs dans les médias c'est difficile de commencer des phrases en parlant d'humilité et de démaîtrise. On vous coupe la parole avant la fin de la phrase. Il faut que ça aille plus vite. Hein, et puis le respect de l'autre, non mais le respect de l'autre, monsieur Gomas, ça va, le respect de l'autre... Bien sûr, le respect de l'autre. Bah, commence par me laisser parler, si tu me respectes. Il y a un temps pour tout. Alors, c'est l'Ecclésiaste, bien sûr, livre 3, pas livre 1, livre 3. Oui, il y a eu une faute de frappe. Mais c'est Janine Pilot, notamment, qui a dit ça dans un livre magnifique, au début des soins palliatifs. Il y a un temps pour tout. Allez dire ça sur un plateau de télévision. Il y a un temps pour tout. Dans ce monde de fous, de barbares, comment oser continuer à dire qu'il y a un temps pour tout ? Et demander du temps. Vous allez voir dans quelques instants comme quoi le temps chronologique n'est pas le temps psychologique. Et puis il y a une énorme base colossale psychanalytique en soins palliatifs, c'est l'autre va mourir, ce n'est pas de ma faute. C'est pas que je m'en fous, c'est pas que ce que je fais n'a pas d'importance, mais c'est pas moi qui lui ai donné sa sclérose en plaques, son Parkinson, son SLA, son VIH, son cochonome. Je ne suis pas responsable de sa maladie, c'est pas moi qui le fais mourir, moi je suis responsable de mes soins, de mes traitements, ce n'est pas de ma faute. Et tout d'un coup, ça vous redonne de la liberté, de l'aisance, de la lucidité, parce que quand vous allez vous approcher de ce malade qui est bleu marine foncé, qui respire à 40 par minute, si vous êtes tétanisé de culpabilité et que vous dites oh, « Bon Dieu, il est encore plus gris qu'hier », vous n'allez pas être capable de l'accompagner. Ce n'est pas de ma faute. J'ai fait chanter ça à des amphis entiers d'étudiants pendant toute ma vie. Et pareil, depuis longtemps, je dis ça, je continuerai à le dire. Et Donatien Mallet, qui a été, excusez du peu, le premier interne de l'histoire en soins palliatifs à l'assistance publique, c'était le premier interne de soins palliatifs à Paul Brousse, Donatien avait dit cette phrase géniale, les soins palliatifs, quand on a tout fait pour l'autre, ben, vivre paisiblement, sous-entendu, sans culpabilité, que peut-être il n'y a pas grand-chose à faire de plus pour l'autre parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On peut être à zéro douleur, mais pas à zéro souffrance, contrairement à ce que dit l'article 3 de la classe Lanetti, à la demande du malade d'éviter toute souffrance. Vous avez déjà vu, vous, des malades mourir sans souffrance existentielle ou spirituelle? Moi, jamais. On ne peut pas être à zéro souffrance, on peut être à zéro douleur, parce que douleur et souffrance, ce n'est pas pareil, je vous renvoie à de saines formations. Mike, ça ne marche plus.
tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, on a déjà eu une leçon là. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui reste à faire comme soin et à être quand il n'y a plus rien à faire de technologique. Tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. C'est ça qu'a dit Thérèse Vanier, hein, c'est Thérèse Vanier qui a dit ça au Congrès de Genève au XIXe siècle. Tout ce qui reste à faire comme soin et à être quand il n'y a plus rien à faire de technologique. Et donc ça, c'est vraiment une base qui reste valable. Et Twycross, optimiser l'environnement du malade pour qu'il fasse de son mieux. J'adore cette phrase. C'est-à-dire que je suis au service de cet autre qui a sa vie, son sens de la vie, et moi je suis là pour être le catalyseur de ce qu'il va pouvoir faire jusqu'au bout, même si c'est difficile. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que ça soit le moins difficile possible. Et puis, bien sûr, notre bon vieux maître, Lévinas, le visage d'autrui qui souffre nous requiert ce devoir d'humanité, la requérance psychanalytique, philosophique. Mon devoir d'humanité de ne jamais l'abandonner, de toujours lui montrer que je suis là et que je le regarde comme un être digne, unique et respectable jusqu'au bout. Alors, la relation à l'autre, hein, ceux qui m'ont eu en formation, vous êtes plusieurs dans cette salle, vous vous souvenez des petits sketchs, hein, quand on regarde quelqu'un pour la première fois, le regard est fondateur du lien. Merci Eric de nous avoir dit que ce n'est pas nous qui avons écrit ça, c'est Hegel et Kant. Soutenir le regard, fondateur du lien. Et on va essayer de maintenir l'espoir, d'essayer de ne pas mentir, la triade de la relation d'un malade atteint d'une maladie grave. Et quelquefois, on n'arrive pas à mentir, mais il faut essayer de mentir le moins possible pour qu'il soit acteur de sa propre vie jusqu'au bout. Autre balise incontournable du soin palliatif. Alors, cette diapositive, je la trimballe depuis 30 ans, elle n'a pas bougé, elle ne bougera sans doute pas. C'est quoi accompagner? Alors là aussi, sur un plateau de télé, essayez de finir votre phrase. Abandonner notre pouvoir de maîtriser. Oula, je ne peux plus guérir le cancer, l'infirmière ne peut plus fermer l'escar, le kiné ne peut plus déplier la triple rétraction, et l'aide-soignante ne peut pas tout laver. J'ai pas pu tout laver, le drame de l'aide-soignante. Il n'a pas mangé tout son plateau. Le drame de l'aide-soignante. Oui, il faut dire, ça fait 20 ans qu'on lui dit, s'il ne mange pas son plateau, il va maigrir, s'il maigrit, il va faire des escarres, et ça sera de ta faute. Ce nombre de conneries qu'on a pu vous apprendre. L'escar est une faute infirmière, mais non! L'escar n'est pas une faute infirmière en fin de vie. C'est normal de faire des escarres quand vous n'avez plus de protéines et que vous êtes sur votre sacrum 24 heures par jour. Ah, mais il y en a encore qui n'ont pas compris, vous savez. Écoutez et respectez ce malade qui est vivant jusqu'au bout. Voilà des balises incontournables. Il a des désirs, des plaisirs, des potentialités, des communications. Et même si tous les matins, comme ceux qui font de la gériatrie le savent, « Ah, j'aurais pas voulu me réveiller ce matin, docteur, j'ai 95 ans, et il manque mon yaourt sur mon plateau, là !» Elle n'est pas près de lâcher prise, celle-là. D'ailleurs, plus elle vous dit en gueulant tous les matins « Je voudrais mourir », moins elle montre qu'elle est prête à lâcher prise. Et dans 3 mois, le petit canard sera toujours vivant. Hein. Travaillez en équipe. Travaillez en équipe. Et il va mourir, ce n'est pas de ma faute. Donc je vais pouvoir m'approcher de lui pour être le plus humain, le plus au service de ce qu'il est, parce que son sens de la vie nécessite mon travail de professionnel pour optimiser tout ce qu'il peut encore vivre. Alors avant, c'était soins curatifs, grande césure, soins palliatifs, pouf, il mourait et il ne se passait rien. Maintenant, on vit sous le règne du soin continu inventé par C.C. Saunders, l'intrication géniale, je n'ai pas le temps de détailler, mais relisez son petit bouquin fantastique, La vie est dans la mort, du verbe aider. Le traitement à visée curative s'intrique avec le soutien terminal et on n'abandonne jamais le malade parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour l'autre. Et comme Eric va sûrement parler de ça tout à l'heure, je vous montre juste deux petits dessins sur la dignité, hein, parce que l'engrenage de l'indignité, ça va très vite en ce moment. Hein. Vieillir est une fatalité insupportable, la maladie c'est une déchéance, l'agonie c'est forcément épouvantable, on est dans une impasse thérapeutique, évidemment, tu es en fin de vie, c'est une impasse. L'inéluctable, ben oui, évidemment, en fin de vie c'est l'inéluctable, tu es humain, tu es XXXY, tu es un mammifère, tu vas mourir avant 100 ans, et donc c'est l'inéluctable. Et on vous présente l'inéluctable comme si c'était scandaleux. Mais non, l'inéluctable, c'est partie de la vie. Hein, encore un soin de bouche. Le handicap, un poids pour la société, la fin de vie, un calvaire pour les proches, et voilà, on est indigne. Et hop là! Quand je suis arrivé pour créer le centre de soins palliatifs au CHU Sainte-Périne, j'avais des collègues, je vous jure, je les ai vus parler comme ça.
je vous jure. Je n'invente pas. Et Plantu ne savait pas que ça existait, ou il l'avait peut-être vu, c'est pour ça qu'il l'a fait. Et puis, on a créé la SFAP à cause de ça aussi. Vous avez 15 secondes pour rire et après vous arrêtez. C'est l'arrière d'un autobus, on est place du Châtelet. C'est il y a 20 ans, vous voyez, avant le passage à l'euro. C'était l'époque où je prenais tous les malades en photo en visite à domicile pour témoigner et enseigner. Je dis, c'est pas vrai, ils ont osé. Mais des publicités comme ça, gérontophobes, il y en a plein. Quand j'ai montré ça à l'expert médiateur de la République chargé de la gériatrie, il s'est mis à hurler. Qu'est-ce qui a laissé passer cette publicité-là? Mais non, mais c'est inadmissible. Ah, elle est bien faite, hein, la mamie. Hein. Rétraction des maxillaires, perte des cheveux, perte des sourcils, rhinophyma. C'est très bien caricaturé, mais c'est quand même dégueulasse en matière de respect de nos aînés. Alors, 4 grandes dates législatives, on avance. On était en 89, quelques bases des soins palliatifs que je ne serai pas exhaustif ce matin, je sais. 99, la première loi qu'on prépare. Je peux vous dire, j'ai des souvenirs inoubliables de réunions à l'Assemblée nationale avec des députés qui n'y connaissent évidemment rien, ce n'est pas leur job, avec des gens qui sont pleins de dogmatisme, et on bâtit une loi de 99, le droit opposable des soins palliatifs. Génial. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe en institution à domicile. Ils visent à soulager la souffrance, soulager la douleur, apaiser la souffrance, sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir l'entourage. Il n'y a plus le mot mort dans la définition. C'est donc une vision soins palliatifs très large. C'est l'advanced care planning. Là. Les soins palliatifs précoces, ils sont déjà dans la loi de juin 99. Et attention, je vous pose une question. Le mourant a-t-il une âme? Oui. Avez-vous une âme? Oui. Les valeurs profondes de votre être, le sens de la vie, votre richesse intérieure, comment vous baptisez votre éthique de la singularité? Qu'est-ce qui fait sens pour vous et qu'est-ce qui fait sens pour lui? Voilà une plateforme incontournable de ce qu'on fait tous les jours quand on voit des malades. Mais alors là, il va se passer une séquence extrêmement rapide. Je vais parler à 174 beaux minutes. Retenez votre souffle. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Depuis que nous avons créé la Société de soins palliatifs, il y a eu Delebarre, Evin, Trottmann, Evin, Guilibert, Bianco, Durieux, Catala, Guilibert, Catala, Douze-Blazy, Veil, Telade, Kouchner, Hubert, Barrault, Guémard, Kouchner, Guigou, Aubry, Mattei, Douze-Blazy, Jacob, Falco, Monchamp, Boisseau, Gillot, Grinchard-Kassler, Bertrand, Philippe Bas, Falco, Bachelot, Mandela, Bachelot, Létard, Bertrand, Béra, Touraine, Carlotti, Delaunay, Battiotti, Touraine, Laurent, Séliol, Deville, Touraine, Boitard, Neuville, Touraine, Buzyn, Dubos, Taquet, Cluzel, Véran, Bourguignon, Taquet, Bourguignon, pas longtemps, bon d'accord, Abad, François Beaune, Combe, Dariussec, Firmin Le Poteau, Rousseau, Berger, Firmin Le Dos. Nous avons eu plus de 50 ministres et secrétaires d'État en 32 ans pour s'occuper des soins palliatifs, de la gériatrie et du handicap. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous avoir une homogénéité? J'ai eu un mal fou auprès du ministère, avoir les 2 premiers tableaux en couleur, ils ne voulaient pas me les donner. Comment voulez-vous que ça marche? Nous travaillons à nous travaillons. Vous vous rendez compte le nombre de secrétaires d'État et de ministres qu'on a vus en 32 ans? C'est un vrai problème. Le temps politique n'est pas le temps clinique. Le temps clinique n'est pas le temps psychologique. Et le temps psychologique n'est pas le temps chronologique. Au travail, chers confrères. Ça, c'est une base. On travaille tous les jours avec des gens avec des malades, avec des collègues, avec des politiques, avec des tutelles, avec des ARS, qui n'ont pas les mêmes échelles de temps. C'est compliqué. D'autant plus qu'on est dans une société génération, j'ai le droit. J'ai le droit où je veux, quand je veux, comme je veux, et je l'exige. Très bien. Et puis, on est à peine sorti d'un acharnement thérapeutique qui est... Moi, j'ai connu ça, Je vous assure, j'ai connu ça. Et bien sûr, ça n'existe plus. Ça, c'est quelqu'un qui cherche à avoir un lit en unité de soins palliatifs. On a un vrai problème de volonté politique pour asseoir la réalité des soins palliatifs. Et j'ai retrouvé cette diapo il y a 20 ans. Vous voyez, je disais déjà la même chose il y a 20 ans. Les soins palliatifs, c'est intégrer notre finitude sans culpabilité, la dignité inaltérable, quel que soit le chemin qu'il a pris, parce que sa liberté, c'est de suivre sa trajectoire. Mais je dois être compétent en équipe pour m'occuper de cette fin de vie jusqu'au bout. Les soins palliatifs, c'est continuer à proposer
C'est pas forcé, c'est pas abandonné. Pourquoi tout laver? Pourquoi aller au fauteuil? Pourquoi manger? Pourquoi aller chez le kiné? Je vous renvoie de saines lectures. Et on avance. 2002, l'information. Aïe, aïe, aïe. L'éthique de la résistance, la convention tripartite pour les EHPAD, le droit à l'information et la transformation des maisons de retraite en EHPAD avec des ratios scandaleux. C'est quand même assez sympa d'avoir des volontés politiques et des ARS qui disent « Ne vous plaignez pas, vous avez vos ratios ». Oui, enfin, monsieur l'ARS, les ratios sont une honte en gériatrie. Donc, on les a peut-être, mais comment voulez-vous faire de la qualité dans ces conditions-là? Et on a vraiment développé une éthique de la résistance à ce moment-là, notamment en gériatrie. Il y a bien sûr des exigences médico-soignantes, la démaîtrise, l'implication psychologique, comment je vais materner, soigner, entourer, accompagner ce malade vis-à-vis de son angoisse de mort et de la mienne. Je ne sors pas indemne de l'accompagnement que je vis. L'apprentissage de la vie d'équipe. Et puis les exigences managériales et... J'en ai... Oh, ça c'est de la vie d'équipe, vous voyez, ça c'est le soin de bouche... merci. Les arbitrages économiques, les choix politiques. Quelles valeurs défendues? Les défenses de ratios impossibles. Quelle volonté politique de sortir du tout curatif? Qu'est-ce qu'on dit à l'INCa quand elle ne parle pas des soins palliatifs dans son rapport? L'INCa, c'est l'Institut national du cancer. 150 000 décès par an par cancer quand même, hein? On va peut-être pas les oublier. Politique de cancer qui ne parle pas des 150 000 morts par an, ça m'ennuie. Et puis, il y a l'affaire Vincent Habert à Berck, qui amène à la loi de 2005 cet extraordinaire texte formidable. Merci Jean Leonetti pour le travail qu'il a accompli avec beaucoup d'entre nous et qui reprend tous les principes des soins palliatifs et souligne ce que les médecins avaient oublié, c'était déjà dans le code de déontologie, l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Donc merci à Jean Leonetti pour tout le travail accompli qui nous laisse cependant un goût amer parce que c'est loin d'être encore en application. Tenez par exemple la formidable étude qui avait été publiée à cette époque-là. 37% des malades dans un CHU reçoivent encore un traitement étiologique de la maladie qui va les faire mourir dans les 15 derniers jours. Cherchez l'erreur. On a encore du boulot à faire avec l'acharnement thérapeutique. Dans une société qui perd ses repères, là je passe pour un vieux con quand je cite Ivan Illich, j'assume. En 1975, Ivan Illich disait déjà ça. Le mythe ne les éclaire plus, le tabou ne les encadre plus et l'éthique ne les réfrène plus. Je trouve qu'il y a quelques petits échos avec notre société actuellement. Perte de repères, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on avance. 2016. 2016, la loi Claes-Leonetti, qui reprend tous les principes de soins palliatifs et qui introduit, qui reconnaît légalement l'existence finalement du double effet, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. J'entends encore des gens, mais pas vous, les autres, hein, qui confondent euthanasie et sédation profonde. Ça me met dans une colère noire. Ça veut dire, les pro-euthanasiques n'arrêtent pas de le dire, hein, mais les pro-euthanasiques n'ont pas lu le texte de la recommandation 2018. Voici la page 8, que vous devez tous connaître, chers camarades soignants, si vous utilisez le midazolam un jour pour un malade. Est-ce que vous faites une sédation proportionnée ou une sédation profonde? Et c'est de toute façon pas une euthanasie. L'euthanasie, ce n'est pas la sédation profonde. Pourquoi? Parce que l'intention, le moyen, la procédure, le résultat, la temporalité et la législation ne peuvent pas être confondus. Je ne suis pas le seul à avoir écrit des papiers là-dessus, bien sûr, je peux vous les donner en PDF, mais franchement, arrêtons de dire cette bêtise. Alors, Frédéric Worms, Martine Lombard, Comte Sponville, tous ces braves intellectuels qui confondent allègrement ces choses-là. Mais occupez-vous de philo, laissez-nous faire de la médecine. J'en ai assez d'entendre autant de bêtises, et qui sont évidemment répétées par les médias qui ne savent pas pourquoi il ne faudrait pas les répéter. Alors, quand le midazolam ne répond plus, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dormir. Hein. Et puis en plus, on est dans une société compliquée. Hein. Les faits sont complètement démentis par mon opinion. Pas vous, vous ne dites pas ça. Vous, quand on vous dit un truc, vous êtes prêt à changer votre avis. Je passe mon temps à rencontrer des gens ou à être interviewé avec des gens qui sont comme ça. Ah, mais vous dites ça, monsieur Gomas, mais je ne suis pas d'accord. T'as rien à dire, c'est factuel, c'est scientifique, c'est prouvé. Moi, j'ai vu 6000 malades, pas toi. Ah oui, mais je ne suis pas d'accord. Les faits sont démentis par mon opinion. C'est très, très compliqué, vous savez, de convaincre quelqu'un en ce moment qui, de toute façon, au début de la discussion, ne vous croit pas, croit le contraire, croit des bêtises, dit des mensonges éventuellement, et ne vous écoute pas.
très compliqué, hein. Et je cite une des nombreuses phrases passionnantes de ce bouquin extraordinaire que nous avons écrit avec Pascal. J'ai le droit. Ça veut dire quoi, j'ai le droit? Mes petits-enfants, j'ai le droit, hein? Ouh, d'abord tu te tais, et ensuite, non, c'est pas un droit, c'est une permission. Le discours contemporain use de la formule j'ai le droit pour exprimer indifféremment une autorisation, une permission, une possibilité, voire une vraie, véritable liberté. Mais une liberté, c'est pas forcément un droit, réciproquement. Attention, ne confondons pas les mots. Alors, je termine presque, rassurez-vous, on va avoir quelques temps pour discuter. Comment rester un palliatologue heureux? J'ai publié ça aussi un jour où j'étais en pleine forme. On m'a demandé, mais comment t'as fait pour voir des mourants toute la journée et pas être dingue? Enfin, presque. Accompagner, creuser le sens de l'accompagnement et de son implication psychologique. Travailler sa culpabilité parce qu'au cas où vous avez déjà oublié, ce n'est pas de votre faute si l'autre meurt. Travailler en équipe. Et c'est parce qu'on travaille en équipe qu'on a la solidarité, la complémentarité, l'intelligence, la créativité du soin palliatif, jamais épuisé. On trouve toujours des trucs incroyables pour essayer d'aller encore plus loin avec le malade. Et du coup, on va prendre des risques. On va savoir prendre des risques. Je rappelle à ceux qui suivraient aveuglément les recommandations de la Haute Autorité de Santé, notre mère à tous, qu'on ne peut pas faire de médecine sans avoir des effets secondaires et prendre des risques. Je répète, vous ne pouvez pas faire de médecine sans avoir des effets secondaires et prendre des risques. Donc quand l'HAS, paniqué par les effets secondaires, veut supprimer à peu près tout et n'importe quoi parce qu'il y a des effets secondaires, mais arrêtez, quoi, calmez-vous, changez de métier. Faire des soins, et surtout soins palliatifs, c'est prendre des risques et avoir des effets secondaires, évidemment. De toute façon, si vous n'avez pas d'effet secondaire, c'est qu'en général, votre produit ne fait rien. Hein. Et vous allez vous appuyer sur une boîte à outils méthodologique de ce qui est publié, de ce qui vous encadre, de ce qui vous sécurise. Les évaluations de la douleur, de la dépression, du cri, les outils de prise de décision, les échelles d'évaluation des symptômes, tout ce qui est à votre disposition, il faut s'appuyer dessus. Ça nous sécurise, ça nous guide, ça nous fait travailler mieux et en équipe. Mais attention, nous ne sommes pas des pervers, hein. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe des mourants et des gens qui ont mal qu'on serait... Non, il y a plein de gratifications sociales, les nouveaux rites, la thérapeutique, bien calmer un symptôme, c'est génial, c'est une satisfaction formidable. Familiale, leur permettre de communiquer jusqu'au bout dans leur histoire. Oh, s'ils s'engueulent jusqu'au bout, c'est leur problème. Hein. On n'est pas là pour calmer les conjugopathies. Hein. Mais si vous arrivez à donner la paix à la famille, ça, c'est une balise incontournable. Permettre à l'autre d'échanger dans son sens à lui et son histoire à lui jusqu'au bout. Gratification psychologique, l'acceptation, la maturation, la leçon sur soi-même, les gratifications spirituelles. Le mourant a-t-il une âme? J'adore cette question. La vie d'équipe, complémentarité, solidarité, richesse. Alors en revanche, le ratage assuré, c'est les finances, mais ça, vous le saviez déjà. Et le pouvoir, quoique... Certains petits canailloux se rattrapent dans un pouvoir de soins palliatifs. C'est ce que Marie-Sylvie Richard disait il y a 30 ans. Je ne peux plus rien, mais je contrôle tout. C'est une autre forme de toute puissance. Donc, je vous encourage vivement à lire ce livre dans lequel on explique pourquoi, et j'arrive en 2023, pourquoi l'aide active à mourir est une expression stupide. C'est euthanasie ou suicide assisté. L'AMM, ça ne veut rien dire. Et la rupture désastreuse de l'avis 139 du CCNE, désastreuse, sur lequel s'appuient maintenant tous les politiques, comme l'a dit le CCNE, donc on peut envisager l'euthanasie. Mais non, mais attendez, mais quant à la manipulation citoyenne, enfin ce que vous appelez la Convention citoyenne, qui a été une manipulation effroyable, visiblement vous ne savez pas, ça vous fait pas rire. Alors je vais vous raconter un petit truc. Premier week-end de la Convention citoyenne, premier orateur, un euthanasieur belge, deuxième orateur, un suicideur suisse. Fallait oser quand même, hein? Le Conseil économique et social, outrageusement pro-euthanasique, avait tout organisé pour, dès le premier week-end de travail, ne faire miroiter que comme seule solution l'euthanasie, alors que nous sommes en France, la loi c'est les soins palliatifs, et la moindre des choses, ça aurait été de faire parler les experts soins palliatifs le premier week-end. Ils ont osé commencer par un euthanasieur belge. Quelle honte pour cette pauvre manipulation citoyenne. L'euthanasie et suicide assisté, ce sont les vrais mots. L'AAM, ça ne veut rien dire. L'aide, c'est toujours active. Aider activement à mourir, ce n'est pas un soin, ça ne sera jamais un soin. Donc, parlons des choses réalistes.
Quant aux exemples étrangers qu'on détaille très finement et très scientifiquement et très calmement, le livre est écrit calmement, poliment. Le livre ne hurle pas comme j'ai fait ce matin, détendez-vous. Les exemples étrangers ne sont pas des exemples. Au Canada, c'est le toboggan, tout le monde en droit État-Asie. En Belgique, en Hollande, même s'ils disent qu'ils respectent la loi, ce n'est pas vrai, on a les preuves. Donc, vous voyez, soyons réalistes. Comme le dit notre présidente formidable, l'euthanasie, une piqûre, 2 morts. Lui et moi qui mourrais symboliquement et pratiquement de lui avoir administré la mort. Et là, je vous redis à quel point... Alors, la coordination bretonne, c'est 10 € seulement par an. La cotisation à la SFAP, il faut absolument que vous adhériez à la SFAP. Il y a plein de documents à télécharger sur la SFAP. On a rédigé des polycopiés de réponses précises, argumentées, scientifiques pour détourner les fake news et les mensonges. Non, les soins-palliatifs ne font pas mourir les malades de faim et de soif, comme continue à le dire l'ADMD. Alors, je sais qu'il y a des ADMD dans la salle, donc écoutez-moi bien. Arrêtez de dire cette bêtise. Les soins palliatifs ne font pas mourir les malades de faim et de soif, enfin. Le communiqué national de l'ADMD qui dit que les soins palliatifs font exprès de faire la sédation profonde pour entraîner une insuffisance rénale pour faire mourir le malade de déshydratation. Mais vous vous moquez du monde de dire des trucs pareils. Enfin. Et ça passe en plus, ces journalistes qui répètent. Rien ne les arrête. C'est insupportable de tels mensonges. Vous voyez, je n'ai pas été exhaustif. Puis je m'arrête là, je commence à être en colère. On va pouvoir discuter un peu. Je vais citer Patrick Baudry pour terminer. Patrick Baudry, le grand sociologue qui est venu nous faire une intervention magistrale au Congrès à Bordeaux. Patrick Baudry est sociologue et a créé les soins palliatifs avec nous. La culture des soins palliatifs devait se diffuser, dit-on. Mais de quoi parle-t-on? Et au sein de quelle société plus globale? Les soins palliatifs ne proviennent pas d'une simple demande d'amélioration des conditions de décès. Ils interrogent les formes de mourir, la condition humaine devant la vulnérabilité, le lien qui se joue dans un mouvement des places entre vivants et morts. C'est l'élaboration d'un rapport à la mort qui est en jeu, au lieu que l'on se fixe sur la fin de vie comme ce qui signifie la terminaison d'une existence. Que fait-on du temps passé autour de celui qui va mourir et de ce temps même avec ceux qui resteront? Sait-on ce qui passe et ce qui se passe? Le mourir inaugure une temporalité sans précédent, chaque fois inédite. Chaque fois inédite. C'est autant d'histoires singulières que nous avons à vivre avec l'autre qui meurt avant nous. C'est une éthique de la résistance qui est en filigrane et ça sera pour moi l'axe qui résume toute mon intervention. Résistons sur nos valeurs, montrons que la vie du malade jusqu'au bout, c'est lui qui la tient, elle est potentialisée par nos actions professionnelles et c'est à chaque fois un mystère. J'espère que vous n'aurez pas cette tête-là en sortant de l'amphi. J'espère vous avoir montré que les soins palliatifs, c'est la vie jusqu'au bout. J'ai tenu le timing, j'ai parlé 39 minutes. Et comme je n'ai pas été exhaustif, je vous remercie quand même d'avoir écouté avec attention. Attention, je ne suis sur aucun réseau asocial, ni Facebook, ni Instagram, ni LinkedIn, ni Tchouktchouk. Donc, inscrivez-vous en un clic sur la SFAP pour recevoir les informations. Payez votre adhésion à la SFAP, à la coordination bretonne. On a besoin d'être tous solidaires, les plus nombreux possibles, et se parler et s'échanger les informations. Et en plus, j'anime des formations, comme vous le savez, un séminaire d'éthique avec Eric dans 3 semaines à Paris. Envoyez-moi un mail pour être tenu au courant de tout ce qu'on fait pour le bien-être de nos patients. Merci beaucoup.